Allez, première table ronde, vous allez voir comment est découpée cette rencontre. D'abord, là, on va faire une discussion avec trois intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Et puis ensuite, ce seront des présentations beaucoup plus courtes, une dizaine de minutes chacune. Et vous pourrez à chaque fois intervenir, poser des questions à la fin de chacune de ces présentations. On part avec cette table ronde autour de la modélisation de la course à pied. Trois intervenants pour y participer. Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS, laboratoire de mathématiques de Versailles, et puis professeur à l'École Polytechnique. Vous travaillez actuellement sur la modélisation mathématique de la course à pied, ce dont on va parler précisément. Au centre, Christine Anon, de l'INSEP, ancienne athlète de haut niveau, 800 mètres notamment. Vous êtes actuellement conseillère technique pédagogique supérieure, physiologiste, spécialiste des exercices haute intensité. Et puis enfin, au bout de la table, Frédéric Bonance, directeur de recherche à l'INRIA. Vous dirigez l'équipe Commands. C'est une équipe INRIA, Saclay et École Polytechnique. Et puis votre équipe est spécialisée dans les problèmes d'optimisation dynamique. On verra un peu plus tard de quoi il s'agit. Mais on écoute d'abord Amandine Aftalion avec, si vous le souhaitez, vous pourrez compléter son discours, Christine Anon. Donc je disais, je ne sais pas si le meilleur endroit pour parler de course à pied, c'est le banc dur de votre amphithéâtre, ou pour ceux qui nous suivent en live, le coussin moelleux, là où ils sont installés, mais je vais vous demander un gros effort d'imagination. Vous êtes au début d'une course. Alors votre course favorite, c'est quoi? Un tour de stade, c'est-à-dire 400 mètres, un cross, le Paris-Versailles, pour ceux qui sont dans le coin. Est-ce que vous savez comment vous devez gérer votre effort? Est-ce qu'il faut partir à fond? Pendant combien de temps il faut courir à fond? À quel moment il va falloir réaccélérer? Comment faire le meilleur temps en fonction de votre physiologie, de vos capacités? Alors, si vous avez la chance d'avoir un entraîneur à côté, l'entraîneur va vous guider, va vous dire, ben voilà, vous allez accélérer pendant tant de temps, là vous pouvez ralentir un petit peu, réaccélérer, et puis pour vous entraîner, pour améliorer votre course, c'est ça qu'il va falloir faire. Alors si on n'a pas la chance d'avoir l'entraîneur à côté, on peut quand même essayer de se dire, je cherche à comprendre comment est la course. Alors les physiologistes font ça depuis longtemps, ils ont un certain nombre d'indications, et nous, la question qu'on s'est posée en tant que mathématiciens, c'est de quelle manière les mathématiques peuvent aider à régler ou à comprendre cette question. Donc la course que j'appellerais la course optimale, je commence à introduire un petit peu de vocabulaire. Optimale, c'est-à-dire c'est la meilleure. C'est je me fixe la distance, comment je vais optimiser mon effort, comment je vais gérer mes ressources pour finalement faire le meilleur temps possible. Alors la réponse, elle est avec des équations mathématiques que je vais bien me garder de vous écrire, donc n'ayez pas peur, ce n'est pas la peine de repartir tout de suite. Je laisse ça à mon collègue Frédéric Bonance qui vous les écrira tout à l'heure si vous êtes vraiment curieux. Donc moi, je vais juste essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette question. Je veux gérer mes ressources et faire ma meilleure course. Donc la réponse mathématique va être par un calcul de trois grandes notions qui sont la vitesse à laquelle je dois courir, l'énergie que je dépense et ma force de propulsion. Alors comment je vais mettre ça en équation? J'ai deux principes qui ne sont pas finalement très compliqués, que je vais vous expliquer avec quelques mots. Le premier, c'est la conservation de l'énergie. Ça parle à tout le monde. L'énergie ne se perd pas en route, donc tout ce que j'ai de disponible, je peux l'utiliser pour courir. Donc la seule chose à faire, c'est faire le bilan de ce que vous avez, parce que vous avez mangé, parce que vous respirez, et le bilan de ce que vous dépensez. Alors on dépense en frottement, on dépense en propulsion. Donc ça, c'est la conservation de l'énergie. C'est un grand principe physique qui régit beaucoup de tout ce qui nous entoure. L'autre grand principe, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique ou la seconde loi de Newton, qu'on commence, je pense, à voir au lycée, où la première version, c'est de dire un corps à l'équilibre, les forces se compensent. Et un corps qui n'est pas à l'équilibre, qui est en mouvement, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, son accélération, c'est-à-dire ses variations de vitesse, sont égales à la somme des forces. Alors, j'espère que ça vous rappelle quelques souvenirs. Donc, le tout, finalement, c'est d'arriver à faire le bilan des forces. Le coureur, quel est le bilan des forces qui s'appliquent sur lui? Et à partir de ces deux lois, ça me donne deux grandes équations qui vont me régler la question de la course à pied. Donc, on le fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le cache. Ce n'est pas très compliqué, vous le verrez si vous êtes encore là dans 25 minutes.
Donc on obtient un système qui relie quoi? Qui relie la vitesse, sa dérivée, l'accélération, les forces de propulsion que j'appellerai F, les forces de frottement qu'on peut décliner selon que vous êtes à l'intérieur sans vent ou en Bretagne sur l'île de Bréa contre un vent à 30 km/h, et l'énergie. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les contributions énergétiques, mais il y a deux grandes sources d'énergie. Il y a l'énergie aérobie, qui est celle qui vient de l'oxygène que vous respirez, et l'énergie anaérobie qui vient de façon simpliste par les sucres. Donc on fait nos bilans d'énergie. Pour ceux qui sont spécialistes de course à pied, nous n'oublions pas la VO2, la consommation d'oxygène. On écrit les bonnes contraintes et on arrive à résoudre, avec une simulation numérique, toutes ces équations pour arriver à une solution du problème. Alors pour arriver à résoudre numériquement, il faut évidemment mettre des valeurs de paramètres. Il y a 4 paramètres importants qui sont la VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que vos poumons vont pouvoir transformer en énergie. Il y a votre stock d'énergie disponible dans votre corps, c'est-à-dire selon que vous avez mangé de la salade ou des pâtes, ça ne va pas être exactement pareil. Il y a ce qu'on appelle taux, alors que qui est lié souvent à ce qu'on appelle l'économie de course, mais qui est essentiellement le temps caractéristique d'accélération, c'est-à-dire en combien de temps vous allez arriver à atteindre votre vitesse maximale. C'est sûr qu'un champion va être capable d'atteindre ce que j'appellerais parfois, c'est la vitesse pic, plus vite que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir, donc ça c'est très personnel. Et la force de propulsion maximale, c'est-à-dire la force que je suis capable d'avoir dans mes muscles pour me faire avancer. Bien, donc ça c'est 4 paramètres qu'il faut entrer dans le système, qui dépendent de la personne, qui dépendent du coureur. Et pour l'instant, pour le début de l'exposé, je vais supposer que je les connais. Donc je suis Madame Soleil, je vous vois, je sais dire quels sont vos paramètres. On verra dans un instant comment est-ce qu'on les calcule. Et on entre ça dans un grand logiciel fabriqué par l'équipe de Frédéric Bonance qui s'appelle Bocop, qui résout énormément de problèmes de contrôle optimal. Et on obtient ce genre de courbe. Donc ne vous effrayez pas, ce n'est pas très compliqué. Donc là, j'ai choisi un 400 mètres, couru plutôt par un champion, donc en 43-54 secondes. Et on s'est tracé, donc comme je vous l'ai dit, la vitesse, la voici. Donc en abscisse, j'ai le temps. Donc 43-54 secondes, c'est la fin de la course, ça correspond à mes 400 mètres. Donc pour les 4 courbes, j'ai le temps en abscisse. Et je vais tracer 4 fonctions qui sont la vitesse. Donc la vitesse, comment je cours, effectivement, j'ai ma vitesse qui augmente, j'accélère. Après, je garde ce plateau et en fait, le 400 mètres se court en ralentissant après. Ça, les champions, c'est ce qu'on observe. Donc on part à fond sur pratiquement une centaine de mètres, comme en sprint, et après, ça se ralentit. Donc on s'est tracé l'énergie dépensée, on s'est tracé la force de propulsion, on voit qu'on est à force maximale au début, on met tout ce qu'on a, et ensuite on lâche parce qu'on ne tient pas 400 mètres à fond. Et la VO2 pour vérifier que la consommation d'oxygène est cohérente avec les modèles physiologiques. Donc je ne sais pas, Christine, si vous voulez dire quelque chose sur le 400 mètres. Donc nous, moi je travaille à l'Institut national des sports, donc auprès des sportifs de haut niveau. Et c'est un peu comme si nous on regardait de l'autre côté comment les sportifs s'organisent pour réaliser la meilleure course possible. On regarde, nous... Ah non, mais j'ai oublié peut-être d'allumer. Oui, c'est ça. Voilà. Juste appuyer sur un petit bouton. Donc nous, on regarde le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on va vraiment être à la résultante, comment les sportifs s'organisent. Donc là, on a bien vu qu'on avait à la fois une famille de ressources et une famille de contraintes. Comment est-ce qu'ils s'organisent pour gérer tout ça de manière optimale? En gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir répondre à la question, quelle est la meilleure gestion de l'effort pour courir un 400 mètres, un 800 mètres ou un 1500 mètres? Et on peut multiplier les exemples. Si on s'intéresse aux 400 mètres, puisque c'est la distance qu'Amandine a choisi d'illustrer, on fait des études où on observe une grande quantité de courses réalisées à la meilleure performance pour chaque sportif. Et on observe un résultat assez étonnant, c'est que tous les sportifs s'y prennent de la même manière. Il n'y a pas d'exception. Et quelle est cette manière de réaliser la meilleure performance? Ce n'est pas de courir à la vitesse moyenne. Si un 400 mètres se court à 26 ou 27 à l'heure, ce n'est pas de courir à 26 ou 27 à l'heure.
c'est de partir plus vite que la vitesse moyenne, quitte à mal finir. Vous me suivez? En fait, un très bon coureur de 400 ou un très bon coureur de 800, quand il réalise une bonne performance, proche de sa meilleure performance, il a une fin de course en décélération. Et même quand on a l'impression visuelle qu'un sportif accélère, c'est juste qu'il décélère moins que les autres, c'est pas qu'il accélère. Après, la question qui nous intéresse, c'est pourquoi on s'y prend comme ça? Pourquoi l'être humain s'organise de cette manière-là? Si vous posez la question à un biomécanicien, il va vous dire c'est forcément pour des raisons biomécaniques. On a une inertie à 20 qu'il faut accélérer le corps au départ, et puis donc cette partie de course va coûter de l'énergie, et donc ça va expliquer, on a un modèle de type biomécanique. Si on pose la question à un physiologiste, il va vous dire c'est forcément pour des raisons de type physiologique. C'est-à-dire, on a besoin de partir vite pour que l'inertie pour atteindre la VO2, la consommation d'oxygène optimale, la plus élevée sur cette distance, soit atteinte le plus vite possible. Donc plus on part vite, plus on atteint rapidement une bonne VO2. Donc c'est intéressant, parce que ça va limiter l'énergie d'origine anaérobie. Vous pouvez même poser la question à un psychologue, qui va lui aussi avoir une réponse de ce type-là. Donc pourquoi on s'intéresse aux mathématiques dans ce type d'approche? C'est que les mathématiques nous permettent de décoller. Elles nous permettent non pas de rester au niveau biomécanique, physiologique, psychologique, elles nous permettent d'être à un niveau supra et de pouvoir passer à un modèle qui intégrerait tous ces éléments et d'avoir vraiment une réponse qui nous intéresse parce que c'est la réponse qui comprend tous les composants de l'être humain. Merci beaucoup pour cette mise en valeur des mathématiques. Alors on va continuer sur le 400 mètres. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est je suis Madame Soleil, je connais les paramètres de mon coureur, je ne vous ai pas dit comment je les connais, je vous ai dit j'y reviens. Et je calcule la vitesse, la VO2, l'énergie. Est-ce que j'ai vraiment calculé celle d'un coureur? Donc la réponse est oui, vous l'avez compris, Christine vous l'a dit. Donc là, on a pris des données des Jeux Olympiques 2012, le 400 mètres femmes, le 400 mètres hommes, donc homme ici, femme ici. Vous avez, avec les carrés rouges, les données. Alors les données, c'est quoi? C'est des mesures, donc on a tous les 50 mètres, mesurer les temps de passage. Donc si ce que je vais dire est un peu trop rapide pour les lycéens, il faut le revoir avec votre prof de maths la semaine prochaine. Pour calculer la vitesse moyenne sur 50 mètres, on a le temps de passage, on divise la distance par le temps de passage, et ça, par rapport à la vitesse instantanée, c'est égal à une intégrale. D'accord? C'est égal à une intégrale de ma courbe de vitesse. Donc je peux relier mes vitesses moyennes à ma vitesse instantanée par une intégrale de courbe. Et donc, à partir de mes données de vitesse, de ma donnée de vitesse instantanée, je calcule mes intégrales tous les 50 mètres et j'obtiens des étoiles bleues. Alors, c'est pas trop mal. Les étoiles bleues et les carrés rouges sont à peu près les uns sur les autres, sauf en fin de course. Alors, je ne pense pas qu'on entre aujourd'hui dans le détail de la fin de course. Mais disons qu'on a un modèle qui est à peu près cohérent sur le 400 mètres. Alors ensuite, on a fait le 800 mètres. C'était David Rudisha sur les JO de Londres 2012. Il fait sa course en tête tout seul. Donc comment on court le 800 mètres? Vous voyez, on accélère, on ralentit un peu et on réaccélère avant de ralentir. Là, à nouveau, on a un modèle mathématique qui colle bien à la course et qui n'est pas fait pour coller à la course, on est bien d'accord, parce qu'on a un système d'équations couplées qui couple l'énergie, la force, la vitesse. Donc il se trouve qu'on colle à la course parce qu'on a un modèle qui est physiologiquement raisonnable. On a fait le test aussi sur le 1500. Alors là, c'était plus des Jeux Olympiques, c'était des champions régionaux de Provence. Donc c'est des données expérimentales de Christine à nouveau, sur lesquelles on a encore une bonne connaissance. Donc la question... Alors pardon, oui, dans le 1500... Donc le 1500 c'est quasiment 4 tours de stade. Donc le 1500 se court de façon très différente. Puisqu'on accélère, on maintient sa vitesse quasiment une vitesse de sprint pendant presque un tour. Ensuite, on va aller à sa vitesse de croisière et on réaccélère sur la fin du dernier tour. On sait calculer donc la consommation d'énergie, la courbe de VO2 et la force de propulsion. On voit bien c'est cohérent avec la vitesse, c'est-à-dire j'ai une force de propulsion qui est maximale quand j'atteins ma vitesse pic. Et cette force de propulsion maximale, je la remets à la fin pour réaccélérer. Vous voulez dire quelque chose de plus peut-être sur le 1500? Juste un mot, maintenant que je sais allumer le micro, j'en profite. En fait, ce qui est intéressant de comprendre entre l'exemple du 400 et du 1500, comme vient de le présenter Amandine, c'est qu'en fait, quel que soit le mode de locomotion,
on retrouve les mêmes manières de gérer la vitesse. C'est-à-dire que toutes les distances, toutes les durées d'exercice qui vont être inférieures à 3 minutes, 4 minutes, on va les gérer avec un départ vraiment rapide et une fin de course en décélération. À partir de 3 minutes 30, 4 minutes, dont le 1500 est à la limite est à cette limite, on a une fin de course en accélération. Et on peut prendre l'exemple en vélo, en patinage de vitesse ou même en aviron. On va avoir ce même type de différence entre les épreuves en gros inférieures à 3 minutes 30, 4 minutes, et celles qui sont supérieures. Et c'est une question très intrigante. Pourquoi, à cette limite, l'organisme n'optimise pas de la même manière ses ressources énergétiques? Et encore une fois, on se tourne vers les mathématiques pour répondre à ce type de questions. Alors, pardon, quand vous dites c'est une question intrigante, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. On le constate chez les coureurs, on voit qu'ils ont tous cette stratégie parce que c'est la plus optimale, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des éléments de réponse, mais comme je le disais tout à l'heure, de mon point de vue, ces éléments de réponse sont parcellaires parce qu'on met une lumière qui est une lumière par champ disciplinaire. Donc on a des éléments de réponse par champ disciplinaire. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est des éléments de réponse qui décollent du regard spécifique des champs disciplinaires. Ce à quoi pourraient aider les maths, alors? C'est ce qu'on essaie de faire. Donc là, vous avez quelques polytechniciens qui se sont mis à courir. Donc à l'école polytechnique, ils ont 5 heures de sport par semaine. Ils ont choisi de faire un projet pour justement aller comprendre comment est-ce qu'on détermine ces paramètres du coureur. Donc il y en a un qui est parti courir, Louis-Henri Despeigne, et pendant que les autres mesuraient ses temps de passage. Donc on est arrivé à établir un protocole qui est le suivant. On fait courir à quelqu'un un 80 mètres. Donc un 80 mètres, c'est à peu près la ligne droite du stade. On prend ses temps de passage avec une montre ou une vidéo, peu importe, et on lui fait courir un 1500 ou un 1600, peu importe, c'est-à-dire une distance qui est supérieure à 3 minutes de course. Avec tous ces temps de passage, en fait, on arrive par la simulation numérique et le modèle à déterminer les paramètres dont on a besoin. C'est-à-dire la seule chose dont on a besoin pour un coureur, c'est connaître sa masse et la valeur de sa VO2 max qu'on doit aller mesurer par un test externe. Avec sa masse, la valeur de sa VO2 max, le protocole sur 80 mètres et 1500 où on mesure des temps de passage très réguliers, on sait refabriquer par le calcul numérique les paramètres physiologiques du coureur sans avoir besoin d'aller les mesurer. Parce qu'il est très difficile, enfin sauf si vous avez une idée miracle, de déterminer le stock d'énergie qu'a quelqu'un pour aller courir. De la même façon, il est très difficile d'aller mesurer sa force maximale parce que dès que vous mettez un appareil quelconque de mesure, de toute façon, vous modifiez ce que vous êtes en train de mesurer. Bref, donc là, ça marche. Et c'est comme ça qu'ils ont vérifié que sur leur course à eux, ils avaient des simulations numériques qui correspondaient parfaitement à leur façon de courir, alors que ce ne sont pas des champions haut niveau. Donc on a un modèle qui est solide pour le haut niveau, qui est solide pour des bons coureurs, parce qu'ils savaient quand même bien courir. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut l'utiliser pour faire varier les paramètres, parce que maintenant ça devient un jeu d'enfant de faire varier les paramètres et de changer la simulation. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien on apprend, alors la courbe du haut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait varier la force maximale d'à peu près 10%, 20%, pardon, entre sa valeur qui est à 10 ici, donc je la fais varier à peu près de 20%. Qu'est-ce que je remarque? Je change à peine mon temps final, d'accord? Un tout petit peu. Ce que je change fortement, c'est ma vitesse de pic, c'est-à-dire avec une force maximale plus importante, j'arrive à décoller très vite et à remettre, pardon, c'est un 1500, j'ai oublié de préciser, et à remettre une vitesse très importante à la fin. Quel est l'intérêt finalement d'aller mettre une vitesse très grande comme ça au début? Si vous êtes en championnat, elle est évidente, c'est que vous semez votre adversaire. C'est-à-dire qu'à temps de course à peu près équivalent, si vous avez une force maximale bien plus importante que lui, bah vous accélérez très fort, vous passez devant, et après il est derrière, il ne peut plus doubler. En revanche, l'économie de course, on voit, donc là pareil, on varie de 20%, on voit que ça fait varier le temps final de 20%. Donc là, on est sur un paramètre qui joue beaucoup sur le temps final, ce qui est logique, c'est-à-dire que si vous êtes
lent pour atteindre votre vitesse de pointe, et ben vous mettez plus de temps à courir que celui qui est rapide pour l'atteindre. Si je le dis dans ces termes, je pense que vous êtes convaincus. L'autre point, c'est le stock d'énergie anaérobie. On voit à nouveau une variation de 20% sur le stock d'énergie anaérobie. On varie de quelques pourcents le temps final. Mais par contre, à nouveau, on voit que celui qui a un gros stock d'énergie anaérobie, il va pouvoir accélérer très fort et très longtemps. Ce qui est logique, puisqu'on sait qu'un début de course se court en énergie anaérobie. Le cycle aérobie met du temps à se mettre en route. Donc, sur deux coureurs qui ont à peu près le même temps de performance, celui qui a la capacité anaérobie la plus grande et celui qui va pouvoir accélérer le plus longtemps, tenir cette vitesse le plus longtemps et donc passer devant pour après un temps final de course assez similaire. Alors, en interrogeant un certain nombre de champions, on peut vérifier qu'effectivement, ils aiment bien commencer la course en tête, c'est-à-dire partir très fort, et même parfois une stratégie de course de celui qui va gagner, c'est de se dire je vais même partir plus fort que ce que me permettent mes capacités physiologiques, ce que me permettrait mon meilleur temps, parce que si je pars plus fort, je sème les autres, et après, même si je ne fais pas mon meilleur temps à moi, les autres ne m'auront pas doublé, qui est quand même le but du championnat, c'est de gagner. Enfin, parfois, on veut aussi battre le record, mais disons que la première chose, c'est de gagner. Bon, je n'entre pas dans la VO2. Il est juste une évidence que plus on a une VO2 élevée, plus on a une vitesse de course élevée. Je pense que là-dessus, ça, c'est bien connu des physiologistes. Peut-être vous voulez dire quelque chose pour... Là, ce qui nous intéresse dans cette étape-là, où on peut aller regarder un peu l'individualisation, donc là, maintenant, on a le modèle qui est établi et on essaie de jouer avec. Donc, c'est une autre étape pour nous. C'est, par exemple, une utilisation vraiment séduisante pour nous. C'est quand on a des athlètes vraiment qui sont arrivés à quasiment maturité de leur qualité, donc qui sont au top de leur carrière. On sait quelles sont leurs qualités en termes de VO2, en termes d'énergie de type anaérobie, en termes de force. Et il faut encore optimiser ces ressources. Il faut encore essayer d'aller récupérer des petits progrès sur l'une ou l'autre des qualités. Et ce que peut nous permettre le modèle, c'est de simuler, en fait. C'est de dire, si j'augmente ma VO2 de encore 2-3 millilitres, quel va être l'impact sur la performance finale ? 1%, 0,5%. Si j'augmente ma force, quel va être l'impact sur la performance finale? Et à cette étape de ma carrière, qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour optimiser encore, aller chercher encore ce petit progrès que je peux encore gagner quelque part? Alors juste pour finir, donc c'est un peu ce qu'a dit Christine, l'intérêt des mathématiques, ça va être de déterminer quel est le paramètre qu'on a intérêt à travailler à l'entraînement, quel est le paramètre qui va permettre d'améliorer la performance, sachant que tout ce que j'ai raconté, si on adapte la dynamique et la physique, on devrait théoriquement pouvoir traiter beaucoup d'autres sports d'endurance. Elle a cité le patinage de vitesse, le vélo, l'aviron, la natation, le ski de fond. C'est juste une question d'aller adapter les équations à la dynamique qui est différente. Donc voilà, le but, c'était un peu de montrer que les mathématiques étaient accessibles sur un domaine d'application concret et peuvent être utiles dans le cas de la physiologie. Alors, avant de voir un peu plus précisément cette mise en équation avec Frédéric Bonance, je me tourne vers la salle. Y a-t-il des questions sur ce qui a déjà été dit, qui me semble déjà très intéressant, hein, entre ce rapport entre les mathématiques et puis l'expérience de terrain, la physiologie des athlètes? Est-ce qu'il y a une ou deux questions qui viennent spontanément sur ce qui vient de vous être présenté? Si la question est comment sont les équations, la réponse c'est Frédéric qui va la donner. Oui, je t'apporte le micro pour qu'elle soit enregistrée, la question. Ça fait combien de temps que justement les maths et l'athlétisme sont liés, qu'il y a des mathématiciens qui s'y intéressent? Ça fait les années 80, les années 90, ou c'est plus récent? Allez-y. C'est beaucoup plus récent. Ça fait 2 ans environ qu'on a eu notre première conversation téléphonique. Et donc, l'une avait besoin de l'autre, en fait. Amandine avait besoin des données physiologiques que nous, et de stratégies de course qu'on a pu accumuler pendant pas mal d'années. Donc, pour pouvoir effectivement modéliser, il fallait les ingrédients au départ. Et nous, on avait besoin aussi de cette approche de modélisation
mais c'est très récent. Enfin, je ne sais pas ce que vous Oui, voulez oui. ajouter. Moi, ça fait 5 ans que je me suis intéressée au sujet de façon totalement anecdotique parce que j'étais enceinte, il fallait libérer une chambre. Et dans un livre de mon mari, il y avait marqué que toutes les fonctions mathématiques, c'était exponentielle x, x puissance n ou 1 sur x puissance n. Toutes les fonctions mathématiques utilisées en physiologie étaient exponentielle x, x puissance n et 1 sur x puissance n. Et là, je me suis dit, c'est intéressant, ça veut dire que c'est un domaine où les mathématiciens se sont peu penchés, puisque moi, je travaille dans un domaine où, justement, on essaie de ne pas décrire des choses par des fonctions explicites, mais par se dire, on décrit la vie, les modèles, l'énergie, par des équations qu'on ne sait pas résoudre, mais sur lesquelles on sait prouver des propriétés. Et alors, en général, les équations qu'on ne sait pas résoudre explicitement, on y apporte une solution numérique, mais les propriétés mathématiques aident souvent à comprendre les modèles ou les mécanismes. Donc, c'est très récent. Donc, c'est il y a 5 ans que j'ai commencé à lire ce livre, et petit à petit à découvrir. Quand on a commencé à simuler le 800 mètres avec Frédéric, j'ai croisé mon collègue Martin Handler qui est ici, qui faisait le 800 mètres avec Christine, et qui m'a dit non, vos simulations de 800 mètres, c'est pas ça, ça se court pas comme ça un 800 mètres. Donc j'ai appris comment on courait un 800 mètres. Et donc on a adapté le modèle à ce genre de choses. Donc ça a été très progressif, expérimental et récent. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, je vois plusieurs mains se lever. Oui, merci. Juste une question sur la dernière phrase que vous avez marquée, là, la remarque que si on adapte la dynamique et la physique, on devrait pouvoir traiter tous les sports d'endurance. C'est sur le « on devrait pouvoir ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ce n'est pas encore fait ou... Non, enfin, c'est-à-dire ce type de modèle, on met l'équation d'énergie, on met la deuxième loi de Newton, ça c'est quelque chose qui marche. Après, est-ce qu'il faut bien penser à tous les termes dans l'énergie, à tous les termes dans la mécanique? Et quand je dis on devrait pouvoir, c'est-à-dire je n'ai pas aujourd'hui les données, les temps de passage d'une course en aviron, en natation, comme ça, comme je les ai en course à pied, pour pouvoir vérifier que le modèle va coller. Mais j'ai assez confiance qu'avec suffisamment de travail, si on a des données pour lesquelles comparer, éventuellement adapter les modèles, parce qu'il y a peut-être des choses où en biomécanique, il faut plus insister, les lois de physique sont assez solides. Donc ça... Une autre question. Oui, c'est pas encore fait. Non, ce n'est pas encore fait. Moi, simplement, je voudrais voir quelle est la place de la stratégie de gagner une course de 100 mètres, de 400 mètres, dans la modélisation. Par exemple, si on prend, lorsque j'ai essayé de voir, j'ai compris que le premier qui va être le premier, il restera tout le temps premier jusqu'à la fin. Et il y a une autre chose que je voudrais savoir, si on a 2 champions dans la même course, quelle est la stratégie pour gagner ou dans la modélisation? Non, là je me suis mal exprimée, c'est-à-dire que le modèle tel qu'il est aujourd'hui, il est comment faire ma course optimale. Donc comment je peux, moi, courir ma course tout seul. Après, ce que j'ai dit, c'était peut-être pas très clair. C'était, maintenant, j'en mets 2 qui font à peu près le même temps, mais un qui a une force de propulsion bien supérieure à l'autre, indépendamment de toute considération psychologique ou autre. Ce que montre le modèle, c'est que celui qui a la force maximale de propulsion va se mettre devant sans difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir avec la physiologie avant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui arrive à partir devant par rapport à l'autre. Alors certes, il y a la façon dont on est sur le départ, dont on démarre, etc. Mais là, il y a quand même une information physiologique sur des paramètres physiologiques, des capacités physiologiques qui indiquent que certains paramètres permettent d'aller se placer devant. Et en général, une fois qu'on est placé devant, ça devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile de ne pas se faire doubler, disons. Mais je ne suis pas entrée sur le modèle où on court à 2, on essaie de se doubler. Là, il y a des considérations plus compliquées. Oui, là dans cette étape-là, on s'intéresse qu'à comment on optimise nos ressources pour réaliser la meilleure performance. Il est
il existe d'autres modèles de stratégie de course pour gagner des courses, pour se qualifier, pour gagner un meeting. Et ce sont rarement les mêmes qui sont champions olympiques et qui sont recordman du monde pour ces raisons-là. C'est que les modèles sont très différents. Allez, une dernière question avant l'intervention de Frédéric Bonance. Oui, je voudrais simplement une précision. Parmi les paramètres, vous parlez des forces. Il s'agit bien des forces externes et non pas des forces internes. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Quand la force de propulsion, quand je parle de la force de propulsion, c'est une force interne. C'est la façon dont je me fais avancer. Ah, bon. Parce que je croyais que c'était, si on se déplaçait, c'était grâce à l'action des forces externes et pas celle des forces des actionneurs. Bon, alors là, on entre dans des considérations dont on peut peut-être discuter. Peut-être un mot là-dessus. Donc, on verra qu'il y a deux forces. Il y a une résistance à l'avancement qui fait qu'on ralentit si on ne fait pas d'effort, et il y a la force qui fait l'effort. Ça c'est le bilan très synthétique. Maintenant, effectivement, si on avance, c'est grâce au frottement avec le sol. Hein. C'est le frottement avec le sol qui nous permet d'avancer. Donc, il y a bien, dans cette force interne que nous développons avec l'énergie que nous avons à l'intérieur du corps, il y a bien une interaction avec l'environnement, c'est-à-dire le sol, qui permet d'avancer. Mais ceci dit, ça, c'est un point de mécanique sur lequel il n'y a pas de mystère, je crois. Allez, Frédéric Bonan. Il y a peut-être une dernière question. Si on veut pouvoir discuter ensuite, il va falloir qu'on se discipline un peu. Frédéric Bonance, donc vous, c'est un petit peu la mise en équation et puis la question comment choisir d'accélérer avec un stock d'énergie limité. C'est un peu le sujet dont vous allez nous parler. Vous avez une dizaine de minutes et puis ensuite on aura encore une dizaine de minutes pour poser les questions qui restent. Bien, merci. Donc, je voudrais vous présenter en détail, finalement, le modèle le plus simple. Dans ceux qui ont été évoqués précédemment, il y avait en fait plusieurs modèles, et je vais détailler un peu le modèle le plus simple, celui qui était le premier historiquement. Et comme il est plus simple, on arrive à dire des choses et même à faire des théorèmes dessus, et on va voir ce qu'il en est. Donc il s'agit de savoir comment courir de façon optimale une course à pied avec un modèle très simple. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de courses et le modèle qu'on va présenter en fait pourrait servir à toutes sortes de courses. Hein. On va voir une allusion tout à l'heure au sport mécanique, puisque finalement lorsqu'on a une voiture, il faut ralentir, accélérer, prendre des tournants et il faut également gérer une énergie. Évidemment, dans le cas d'une voiture, on aura des modèles un peu plus précis. Et on pourrait imaginer toutes sortes de courses, y compris des courses de coccinelle, si on savait en organiser. Alors, je vais m'appuyer sur 3 documents. Le premier, ce sont des notes de cours qui sont sur mes pages web. Elles ne sont pas exactement destinées à un public de lycéens, ce sont des cours de master, mais bon, c'est une introduction au sujet général qui est l'optimisation de trajectoire. Pas spécialement au sport, hein, mais comment, d'une manière générale, aller d'un point à un autre de la façon la plus efficace, en minimisant un critère. Ensuite, donc, si ce pointeur fonctionne, oui. Donc, l'article que nous avons écrit avec Amandine, donc, qui parle de la course à proprement parler. Et puis, la référence historique. Donc, la référence historique, c'est un certain Keller, qui est un mathématicien américain, et qui a publié un article. Et cet article est publié, ça c'est intéressant, dans une revue qui s'appelle American Mathematical Monthly, qui est en fait une revue de vulgarisation qui existe toujours, hein, de bonne vulgarisation, disons quand même. C'est plutôt destiné à des profs de maths, hein, je dirais. Mais c'est de là que c'est parti. Voilà. Alors, je vais introduire un modèle qui est donc le plus simple possible. Donc, il a 2 parties. La première partie, c'est le principe fondamental de la dynamique qu'on écrit par unité de masse. Hein. Donc, quand on raisonne en force, c'est les forces par unité de masse. Et quand on prend ce principe, le principe fondamental de la dynamique
nous dit que la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, et donc qui est égale à la somme des forces. Alors, deuxième terme, c'est le terme de dissipation d'énergie. Alors, comment évolue l'énergie? D'une part, il y a l'énergie qu'on a dépensée. Pour avancer, on dépense une énergie mécanique, donc c'est autant d'énergie en moins. Mais d'autre part, il y a un terme de recréation, parce qu'au fond, si on allait assez lentement, on voit bien qu'on récupère. Et donc, il y a un terme de récupération d'énergie, la dépense due à la mécanique et la récupération. Bon, alors, comme problème, on voit que, évidemment, tout ce qui est vitesse-accélération se mesure beaucoup mieux que la recréation d'énergie. Donc, évidemment, sur le modèle d'énergie, on peut faire beaucoup de variantes. Bien. Alors, c'est là qu'on arrive à des équations. Donc, j'espère que les lycéens dans la salle savent déjà ce qu'est une dérivée. Oui, alors ça tombe bien. Donc voilà, on va appliquer le cours. On va appliquer le cours. Donc, je n'ai pas besoin d'image pour dire ce qu'est une dérivée. Je m'apprêtais à dire c'est la variation. Bon, bref, c'est la dérivée. Donc, la dérivée de la position, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Donc ça, c'est ce qu'on écrit. H, c'est la position. La dérivée, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, on a dit que c'est la somme des forces. Donc il y a deux forces. Ça, c'est la force correspondant à la force qu'on va dégager pour avancer. C'est l'effort qu'on va faire, en quelque sorte. F, c'est l'effort. Donc c'est notre décision qu'on prend à chaque instant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force de traînée. La force de traînée, c'est une force de résistance à l'avancement. Ça veut dire que si je ne fais plus d'efforts pour avancer, eh bien, je ne vais pas garder une vitesse constante. En fait, je vais ralentir parce qu'il y a une force de traînée qui m'oblige à ralentir. Alors, dans le modèle de Keller, la force de traînée est proportionnelle à la vitesse. Dans les modèles en fait, aérodynamiques, c'est-à-dire les forces aérodynamiques, on les prend plutôt proportionnelles au carré de la vitesse. On pourrait rajouter un terme constant pour tenir compte de force de frottement qui serait constante. Enfin, on peut discuter beaucoup, en fait, l'allure de la traînée. Bon, quelle est la dérivée, donc l'évolution de l'énergie? Eh bien, dans l'énergie, il y a un terme FV que je pense vous avez déjà vu. FV, c'est ce qu'on appelle le travail de la force, c'est la puissance dépensée. Quand j'applique une force F à un corps de vitesse V, la puissance, c'est le produit FV. Et donc, très naturellement, cette puissance vient diminuer mon stock d'énergie. Et on va supposer que le terme de recréation, qui est en fait certainement assez complexe, qui peut dépendre de l'état de fatigue, de l'histoire, etc., que le terme de recréation est constant, c'est un certain sigma bar, une quantité positive. Et on a tout le modèle, au fond, on se donne le point de départ qui est position nulle, vitesse nulle. On se donne par contre une énergie initiale qui est un certain stock d'énergie et on veut minimiser le temps pour parcourir une distance finale. Voilà, donc on a toutes les données. Donc on a un problème à résoudre. Ce problème d'optimisation est ce qu'on appelle en dimension infinie parce qu'il faut au fond que je décide à chaque instant quelle est la force. Alors je crois que j'ai oublié de dire que la force est positive et qu'elle est bornée. On a une force maximum. Et donc c'est un problème d'optimisation en dimension infinie qui dérive de la théorie qu'on appelle la théorie de la commande optimale, qui elle-même est héritière de ce qu'on appelle le calcul des variations. Donc il y a un certain Lagrange qui, au XVIIIe siècle, avec Euler, a fondé le calcul des variations. Et c'est au fond, d'une certaine manière, ça qu'on applique. Voilà. Donc, dans la suite... Peut-être, si je peux juste dire quelque chose, ce que tu appelles le sigma, c'est ce que moi j'avais appelé la VO2. Donc, le modèle simpliste consiste à dire on court à VO2 max tout le temps. Donc, on ne tient pas compte du fait qu'on a une VO2 qui varie. On est sur, par exemple, une course longue, on est à VO2 max et on tient VO2 max tout le temps. Donc la quantité d'oxygène que l'on inspire quand on court, c'est le maximum que nos poumons peuvent prendre. Tout le temps le maximum. Oui, donc c'est l'approximation erronée, puisque donc il y a la mise en route du système en quelque sorte qui se fait au début. Mais donc là, c'est ce qu'on va supposer. Alors donc, j'ai pas oublié de dire que la force est entre 0 et un maximum.
Alors l'énergie doit rester positive, évidemment, parce que sinon on ira à fond sans se poser de questions à chaque instant, hein. Et la stratégie de force maximale donc, ne vaut que jusqu'à une certaine distance. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, une remarque avant d'analyser ce modèle, ben, c'est effectivement exactement le même modèle en première approximation qu'on fera pour des courses de voitures solaires. Donc, vous savez qu'il y a un certain nombre de courses qui se font régulièrement. Donc, il y a une certaine batterie. La batterie contient un stock d'énergie. Et puis, il y a le panneau solaire qui permet de compléter. Et donc, en fait, on a exactement les mêmes équations. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir ça, c'est la puissance donnée par le panneau solaire. E0, ça sera l'énergie dans la batterie. Donc ça, c'est ce qui est dépensé. Là, on aura plutôt donc, quelque chose en carré de la vitesse. Hein, ça sera un modèle aérodynamique. Et on aura les mêmes équations. Hein, donc c'est le miracle des maths. Finalement, on fait des maths pour un domaine d'application, mais ça peut servir, on peut le recycler en quelque sorte pour autre chose. Voilà. Alors, conjecture de Keller qu'il a énoncée dès 1974, et que la stratégie optimale, la façon de courir, donc dans ce modèle simplifié encore une fois, eh bien comment fait-on? Au début, on est à force maximale, pendant un certain temps, ce qu'on appelle un arc. Ensuite, on est à vitesse constante. Et enfin, on est à énergie nulle. Donc, en fait, l'énergie décroît et à la fin, on reste à énergie nulle. Donc, on va un peu plus lentement à la fin. Et la force aux instants de jonction entre les différents arcs a des sauts négatifs. Il y a des preuves dans la littérature, je ne dis pas très claires. Hein, donc, ça veut dire que, comme il arrive quelquefois, on a une série de preuves, en fait, et aucune n'est convaincante. En fait, les gens n'ont pas les bons outils. Il fallait utiliser ce qu'on appelle la théorie de la commande optimale, telle qu'elle est développée actuellement, pour faire la preuve, ce qui n'était pas le cas de ces auteurs qui s'appuyaient plutôt sur le calcul des variations d'origine, en quelque sorte. Bon, je donne des coefficients. On applique la méthode numérique avec un logiciel qui s'appelle Bocop. Alors, 2 mots là-dessus, bocop.org. Si vous notez, vous pourrez le retrouver facilement. C'est un logiciel qui est d'usage libre. Hein, donc, vous pouvez le prendre et faire ce que vous voulez avec. Mais en particulier, donc, vous pouvez reprendre les exemples et puis les modifier et faire vous-même vos propres modèles relativement facilement. Bon, alors voilà ce qu'on obtient comme résultat. Donc c'est un cas, il faut que je revienne sur le 1500 qui est donc relativement long. Hein. Et donc c'est un cas où je retrouve quelque chose qui correspond à la conjecture. C'est-à-dire au début, la force est maximale, ensuite la force est constante et la vitesse est constante. Et ensuite à la fin, on a un tout petit bout d'énergie nulle. Alors une remarque, la théorie porte sur le cas continu. Dans les essais numériques, on a du temps discret. Ce n'est pas évident qu'on retrouve la même chose. Là, on retrouve qualitativement la même chose. D'autre part, si on ne fait pas attention, on voit que ce qu'il y a au milieu, en fait, les 2 phases initiales et finales sont très courtes. N'empêche qu'elles sont là. Et la théorie nous dit qu'elles doivent être absolument là, même si on ne fait pas trop attention, on peut, par exemple, rater la phase finale sur l'énergie qui, sur l'énergie, on voit là, extrêmement courte. Voilà, c'est un zoom à la fin pour se convaincre qu'il y a bien une phase d'énergie courte à la fin, mais vous voyez, c'est pendant 1 seconde et demie à peu près, donc c'est minuscule, mais enfin, la théorie nous dit qu'elle est là, et même numériquement, elle est quand même là. Voilà, donc dans l'article, on prouve d'une manière rigoureuse que la conjecture de Keller est vraie. Donc c'est le théorème. Voilà, donc pour terminer, le modèle peut être enrichi de plusieurs manières. Donc ça, c'est juste à titre illustratif. Si on a de la pente, eh bien, si la pente du terrain, c'est alpha, hein, donc on monte et on descend, hein, d'accord. S'il y a du relief, eh bien, l'action sur... on a une force de gravité, donc il y a la constante G 9,80 qui intervient, fois le sinus, donc c'est la modulation classique. Et je reprends juste la vitesse en fonction du temps. On a effectivement une vitesse qui varie suivant
suivant le relief. Bien sûr, on peut étendre ensuite de beaucoup d'autres manières ce modèle. Voilà. Merci. Y a-t-il beaucoup de questions? Levez la main ceux qui ont l'intention de poser des questions. On va peut-être les prendre. Pour le moment, il y en a une là. Allez, on va déjà prendre celle qui se lève. Oui, merci pour cette intervention. J'aurais quelques questions par rapport aux conjectures donc, de Keller, et notamment en termes de validité par rapport à la distance. Parce que là, vous avez pris des exemples sur le 400, le 800, le 1500, et c'était toujours un peu les mêmes tendances. Bon, il y a eu des petites discussions au début, mais sur des distances comme beaucoup plus longues, est-ce que vous avez les mêmes simulations? Et une autre question, c'est plus par rapport à votre modèle qui est typiquement 1D, et est-ce que vous revérifiez avec des modèles un peu plus complexes, plus raffinés, les mêmes genres de tendances ou pas? Alors, la théorie est valable pour toute distance, suffisamment grande, bien sûr, pour que la stratégie de force maximale ne permette pas d'arriver au bout, hein, bien entendu. Donc, si on dépasse une certaine distance, on est sûr qu'on a cette phase, on est sûr dans ce modèle-là. Hein. Après, évidemment, sur un marathon, peut-être qu'il faut observer après d'un peu plus près ce qui se passe. Pour préciser. Alors, j'ai pas compris l'autre question. Attends, peut-être avant qu'on passe à la deuxième partie de la question, je voulais juste rajouter quelque chose. On a pas mal discuté avec Christine sur les 3000 et les 5000 mètres. La difficulté, c'est que, comme vous avez pu le remarquer, sur les 400, les 800, je vous ai dit, on a des temps de passage tous les 50 mètres. Sur un 5000 mètres, on n'a pas de temps de passage tous les 50 mètres, et les temps de passage qui sont sur les 5000 sont trop éloignés les uns des autres pour qu'on puisse véritablement vous dire ce modèle-là tient la route et c'est pas autre chose. Parce qu'avec des temps de passage, si vous imaginez par exemple des temps de passage tous les 1000 mètres sur un marathon, à peu près n'importe quel modèle de course peut fitter le temps de passage tous les 1000 mètres sur le marathon. Donc si vous me donnez des temps de passage très réguliers, je peux lancer le calcul de façon assez longue pour vous dire voilà comment va être la course. Mais aujourd'hui, on n'avait pas accès à des données suffisamment fines. Et l'autre chose, c'est que on a un intérêt, par exemple sur les marathons ou sur des semi-marathons, à prendre en compte le dénivelé. Et là, après, la question qui se pose, c'est aussi quel est le genre de public qu'on vise. Est-ce que c'est notre champion français de marathon qui va partir aux Jeux Olympiques et pour lui éviter de courir un marathon de plus, on veut essayer de modéliser. Et là, il faut une modélisation très fine, je dirais au dixième de seconde. Et donc un calcul très long, parce que le calcul sur un 400 mètres prend, disons, quelques secondes. Donc sur un 40 km, il prend quelques secondes multipliées par la puissance de 10 qu'il faut. Donc du coup, plus la distance est longue, plus le calcul est long. Et sauf à être très motivé par des données très précises, c'est un peu difficile. Alors l'autre intérêt sur un marathon ou un semi-marathon, ça va être, comme disait Frédéric, de mettre du dénivelé. Et là, d'avoir pour un sportif, je dirais moyen, des indications, savoir, étant donné le dénivelé, à quel moment il faut accélérer ou ralentir, ou comment, s'il vise son marathon en 3 heures, à quel moment il faut qu'il soit où. Mais là, on n'est plus du tout non plus dans la même précision de calcul. Donc selon le but recherché, on peut faire des choses, on ne s'y est jamais lancé parce qu'on n'avait pas les données ou la motivation qui faisait que c'était nécessaire. Merci. Alors, il y avait une précision sur la deuxième partie de la question. Je n'ai pas compris le 1D, de quoi il s'agit en fait. En fait, dans le système d'équations couplées que vous avez montré précédemment, correspondant... mettons celui-là. En fait, vous avez la vitesse linéaire de la personne qui court, ok. Par contre, vous ne prenez pas en compte toutes les variations qui seraient variations de hauteur, les deux autres dimensions de l'espace. Oui. Et qui, du coup, vont influencer nécessairement... Alors, sur la variation de hauteur, le dernier transparent en parlait. Donc ça, c'est relativement facile. Hein. On a un angle de pente qui est alpha et c'est G sinus alpha qu'il faut compenser. Par contre, sur ce qui est des virages, là, on n'en tient pas compte. Pour un coureur, il faudrait voir. Pour une voiture, c'est fondamental. Hein. Donc, effectivement, pour une voiture, il faut regarder les forces, l'accélération normale. Il y a une limite d'adhérence.
Et donc là, il faudrait regarder beaucoup plus près, mais peut-être que même pour un coureur, ça vaudrait la peine de regarder ce qui se passe dans le virage. C'est moins important que pour une voiture, évidemment. On pourrait alors chercher à adapter ce genre de technique, par exemple au vélo. Et donc là encore, dans le vélo, les virages, les montées, les descentes, ça a une importance encore beaucoup plus considérable. Allez, un mot de conclusion, parce qu'on est déjà en dehors des clous. La prochaine intervention, d'ailleurs, Mathias Pessiglione peut déjà nous rejoindre. Il la fera ensuite. Je voudrais quand même vous poser à chacun en 1 minute de conclusion. Aujourd'hui, ces modèles, ça sert à quoi? Juste à comprendre comment ça se passe, ou est-ce qu'on est déjà en train de les utiliser pour l'entraînement? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui manque pour que ça serve à l'entraînement des coureurs? Christine, vous voulez prendre la parole? Alors, vous pouvez... Frédéric. Il est allumé, je pense. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une phase où les entraîneurs utilisent ce type de modèle et de modélisation. Mais ce serait utilisable, ou c'est les entraîneurs qui sont frileux, ou est-ce que ça sert pour améliorer les performances, ce genre de modèle? C'est pas qu'ils sont frileux, c'est que la performance est tellement complexe et multiple qu'ils ont, là, à 6 mois des Jeux, Olivier pourrait répondre aussi, puisqu'il est un représentant de la Fédération française d'athlétisme. Donc, à cette distance des Jeux Olympiques, un entraîneur qui a des athlètes qualifiés ou qualifiables dans les grands championnats va avoir un nombre de paramètres à gérer qui sont assez insoupçonnables. Donc, lui demander de s'intéresser aux modélisations mathématiques dans cette phase de la préparation, c'est vraiment pas opportun. C'est un travail de soubassement qu'il faudrait... donc là, ça pourrait peut-être commencer après les Jeux, parce qu'on démarre sur un nouveau cycle temporel qui va permettre peut-être plus de travailler sur ces aspects-là. Mais à ce jour, non, moi, je suis un peu à l'interface, on va dire, et on commence à se dire, oui, ça peut être intéressant. On n'en est que là. Voilà. Pour compléter, je pense qu'il faut dire Bocop. Moi, c'est un logiciel, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais c'est en même temps un logiciel qui n'est pas évident à utiliser pour un entraîneur. Donc, on n'a pas encore fait la partie d'interface qui consiste à passer du modèle mathématique et des simulations qui tournent sur un ordinateur dans un laboratoire de recherche à un logiciel qui peut être utilisé par la Fédération française d'athlétisme. Donc là, il y a clairement une partie développement à faire qui n'a pas été faite, qui n'est pas forcément dans les missions du CNRS, peut-être un peu plus de l'INRIA, enfin à voir, il y a peut-être des directions à faire, mais ça, c'est encore prospectif. Merci. Pendant que Mathias Pessiglione va s'équiper du micro et va installer son PowerPoint, j'ai peut-être une dernière question pour vous, Frédéric Bonance, pendant qu'on équipe. Dans tous ces modèles, dans tous ces types de paramétrage, où est la place du psychologique, du mental de ces athlètes? C'est-à-dire qu'on a l'impression que, voilà, vous nous avez parlé des muscles, de la force de résistance, vous mettez tout en équation, mais quid du mental? On sait que c'est très important dans une course, le mental du sportif. Tout à fait. Je crois que c'est la limite peut-être des mathématiques. Hein. On pourrait essayer d'avoir une équation du mental avec une sorte de variable de bon niveau qui évoluerait suivant les événements. Bon, ce sera extrêmement difficile. Il peut y avoir d'autre part des événements tels que le point de côté qu'on mentionnait. Il peut y avoir des événements inattendus. Donc les mathématiques peuvent faire beaucoup. Elles ne peuvent sans doute pas tout faire. Voilà. Bon, très jolie conclusion. Merci à Amandine Aftalion, Christine Hanon et Frédéric Bonance, que vous pouvez applaudir pour leur présentation.